Je vous remercie. Chers maîtres, mes chers collègues, c'est un grand honneur et une grande émotion que de parler ce soir devant vous. Nous allons aborder l'état de l'art, en tout cas l'état de la réflexion dans le service de la Salpêtrière sur l'ostéoradionécrose des mâchoires. Ont longuement été évoqué aujourd'hui le problème des cancers de la cavité orale, le problème de l'ostéochimionécrose, ainsi que celui de l'utilisation des nouveaux outils numériques dans la chirurgie. Eh bien, nous allons avoir l'occasion de reparler de ces trois sujets. L'ostéoradionécrose, c'est cette maladie qui survient traditionnellement 5 à 10 ans après une irradiation de la cavité orale, déclenchée en général après un épisode infectieux d'origine dentaire et qui évolue lentement mais sûrement. Et vous voyez ici les panoramiques dentaires successifs d'un patient. Je ne vais pas dévoiler la suite tout de suite. Il y a une lumière sur ce truc. Avec, donc, vous voyez, en 4 ans, eh bien, l'évolution progressive d'une ostéoradionécrose qu'on ne sait pas très bien traiter. Il existe des traitements conservateurs qui sont ceux le plus fréquemment mis en œuvre et qui consistent à procéder à des séquestrectomies, à des débridements, comme devant n'importe quelle nécrose osseuse, associés à des traitements médicamenteux. Il existe des protocoles fameux associant des vasodilatateurs, des vitamines et des antibiotiques, dont, soit dit entre nous, on se demande bien comment ils arrivent au milieu de l'os nécrotique, mais ça c'est le grand mystère de la foi. Toujours est-il que ces traitements conservateurs ont une efficacité redoutable puisqu'ils sont efficaces au mieux dans 40% des cas, c'est-à-dire que 60% des patients continuent d'évoluer lentement mais sûrement vers une fracture de la mâchoire quasiment inéluctable et bien entendu qui n'a aucune chance de consolidation. Par des mandibulectomies non interruptrices, on aurait à peu près 50% de guérison de la maladie. Et bien sûr, le seul moyen d'être à peu près efficace, c'est de procéder à une mandibulectomie interruptrice, c'est-à-dire d'enlever complètement la zone malade. Mais dans 20% des cas, l'ostéonécrose continuera de toute façon à évoluer pour son propre compte. Vers des situations, comme vous le voyez ici, parfois dramatiques, avec un patient qui a été mandibulectomisé à droite devant une ostéoradionécrose évolutive et puis qui a développé un autre secteur d'ostéonécrose à gauche. Et on se retrouve avec des patients agnates, des gens qui n'ont plus de mâchoire, et chez lesquels, bien entendu, l'alimentation n'est plus possible, mais ça c'est en général le cas depuis longtemps, la phonation devient impossible, et je ne vous parle même pas de vie sociale. Nous sommes donc devant un véritable drame iatrogène, puisque ce sont des patients qui sont guéris de leur cancer et qui, 10 à 15 ans après, vont mourir de leur ostéoradionécrose. Pourquoi vont-ils en mourir? Parce que dans cette situation-là, évidemment, on fait des fausses routes expérimentales, ce d'autant qu'on a été irradié de l'ensemble de l'axe pharyngé et que par conséquent, la déglutition est totalement incapable, on est incapable de protéger le larynx à la déglutition. Ce sont des patients qui vont être donc dénutris, qui vont faire des fausses routes, qui ont en général un poumon en dessous très abîmé puisque c'était souvent de grands fumeurs. Et ce sont donc des gens qui vont traditionnellement mourir de deux façons, soit de pneumopathie dramatique, soit d'une rupture carotidienne, puisque bien entendu, si leur os est dans cet état, vous vous doutez bien que leur carotide en dessous n'est pas non plus très performante. Il s'agit donc d'un vrai gros problème, puisque c'est très grave de voir mourir des gens guéris de leur cancer. C'est pour nous une frustration très intense, et puis pour eux, c'est évidemment pas une très bonne solution. Alors voilà ce que c'est qu'une ostéoradionécrose bien évoluée, avec ces orostomes, qui n'ont bien entendu aucune chance de fermer spontanément. Et puis sous l'orostome, qui peut paraître minime, comme dans ce cas, on voit en fait de grandes destructions osseuses avec ces fractures pathologiques. Le traitement dorénavant classique de ces fractures, c'est le remplacement de la partie de mandibule qu'on va enlever, de cette mandibulectomie interruptrice, par un transfert micro-anastomosé, donc vascularisé de péroné. C'est dorénavant le standard de cette chirurgie. Et nous avons développé dans le service, et j'en parle avec un petit peu de fierté, c'est mon grand conflit d'intérêt, il sera déclaré à la fin, nous avons développé un système, pour le coup, qui utilise toute la numérisation dont nous avons entendu parler tout à l'heure, pour prévoir à la fois la résection osseuse, la mise en place des implants péropératoires dans le péroné encore branché sur la jambe, comme vous le voyez là, et la mise en place des segments osseux. Ici, il s'agit d'une reconstruction maxillo-mandibulaire sur une ostéochimionécrose,
la mise en place de ces fragments en bonne place avec des implants qui seront dans une position telle qu'on est sûr que les prothèses seront adaptées. Donc voici la simulation de cette chirurgie avec des plaques qui sont fabriquées sur mesure. Voici la superposition des scanners de simulation et du scanner post-opératoire avec des implants dont vous voyez qui sont dans une position qui est exactement celle que nous avions prévue à l'origine. Donc ça, c'est une ostéochimionécrose. Donc vous voyez que la problématique est un petit peu la même pour les deux types de nécrose. Compte tenu du fait que les patients, quand nous opérions en post-radic, à ce stade d'ostéoradionécrose, sont à peu près les patients qui ont le plus fort taux de mortalité périopératoire dans le service. C'est même pas à peu près, c'est ceux qui ont le plus fort taux de mortalité périopératoire. On s'est posé la question d'être plus agressif, si j'ose dire, chirurgicalement, plus tôt, c'est-à-dire avant d'avoir ces patients dont je vous ai décrit l'état il y a quelques instants. Et parce qu'effectivement, si les résultats sont parfois satisfaisants, comme pour ce patient dont la mandibule est quasiment entièrement remplacée par un péroné, on a quelquefois de très gros échecs avec, bien sûr, ces lambeaux qui ne fonctionnent pas en terrain radique, avec des vaisseaux catastrophiques, et il nous fallait donc être plus agressifs. Nous avons commencé à nous pencher sur les lambeaux libres de périoste comme solution alternative à mettre en œuvre plus précocement chez ces patients, lorsque nous avons vu que le pédicule de nos péronés était le siège d'une ossification très importante, compte tenu du fait que quand on prélève le péroné, le pédicule est sur une grande partie périosté. Et on s'est dit, puisqu'il y a du périoste qui se forme, pourquoi ne pas l'utiliser dans sa capacité ostéogénique en amont de la fracture, enfin avant que la fracture ne survienne. Alors on n'est pas du tout les premiers à y avoir pensé, évidemment on n'est jamais les premiers, c'est pas le drame. Le condyle fémoral médial a souvent été utilisé en orthopédie, ça a été décrit dès 1991. À la face, Kelly avait fait des greffes iliaques avec un lambeau libre de périoste radial. Dans sa thèse, Cédric Dautuil décrivait des prélèvements au condyle fémoral, au radius, à la crête iliaque, enfin partout où il y a du périoste en fait. Et puis ça avait été utilisé dans des fractures qui avaient du mal à consolider. Donc on partait sur une technique déjà existante et nous avons pris comme parti de prélever le lambeau de périoste huméral qui a pour lui d'avoir un pédicule d'une longueur plus constante que ce qu'on peut trouver par exemple au fémur. Donc on prélève ce lambeau sur la collatérale postérieure radiale et donc on peut faire quasiment le tour de l'humérus pour avoir une assez bonne surface de périoste. C'est un prélèvement qui a pour lui de laisser très peu de morbidité au cycle d'honneur, de ne pas emporter d'os, de ne pas emporter de peau et donc d'être évidemment beaucoup moins destructeur qu'un lambeau libre de péroné qui malgré tout est quand même quelque chose d'un petit peu lourd pour le patient. La question qui se pose dès lors, c'est à quel moment intervenir. Parce que, comme on l'a vu, cette ostéoradionécrose, elle commence par une petite exposition osseuse et elle termine par une grosse fracture. Et la temporalité de ces différents événements, on la connaît mal, ça peut se mettre à évoluer très très vite. Et nous avons décidé dans un premier temps de nous baser sur la classification publiée en 2003 par Notani, qui est extrêmement simple. Nous avons décidé que dès lors qu'il existait une extension de la nécrose en dessus du canal alvéolaire, enfin, tant que ça restait situé au-dessus du canal alvéolaire, il était peut-être temps d'intervenir parce qu'on savait que la mandibule était préfracturaire si elle n'était pas encore fracturée. Et puis bien sûr, en dessous du canal ou lorsqu'il existe une fistule cutanée ou une fracture, il est évident qu'il est temps de s'en préoccuper. Donc voici un schéma de ce périoste en jaune entourant la mandibule avec son pédicule schématisé passant sur le bord lingual de cette mandibule. Donc en 7 ans, on n'a pas fait énormément de lambeaux, mais on en a fait 19 pour 18 patients. Et vous voyez que les patients ne sont pas dans un état extraordinaire parce que 2 décès, enfin 10% de décès, c'est quand même énorme. Donc ça veut dire que ce sont vraiment des gens qui sont dans un très mauvais état quand ils arrivent. Et je crois que c'est dans le service de M. Cabrol qu'on disait qu'il fallait faire les greffes cardiaques quand les patients n'étaient pas encore trop fatigués, en disant qu'on ne fouette pas un cheval déféré. On est exactement dans une situation équivalente. On a retiré 4 patients de la série parce que leur survie nous paraît trop bref pour parler encore de résultats, et donc on a réalisé 13 lambeaux chez 12 patients, et les 2 premiers n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, tout simplement parce qu'on avait passé le pédicule en vestibulaire au lieu de le passer en lingual, et que très probablement, sur le rebord de la mandibule, on a dû faire thromboser là notre pédicule.
Nous avons obtenu 9 cicatrisations d'emblée et de façon surprenante, parmi lesquelles 5 patients avaient en fait une fracture en arrivant au bloc, ce qui n'était pas du tout prévu, mais le temps qu'on programme tout ça, finalement, quand ils arrivent, on découvre qu'ils sont fracturés en faisant le scanner la veille, et on a décidé de se lancer quand même. Et je vous montrerai un petit peu plus tard ce que ça donne. On a eu une grosse nécrose cutanée cervicale chez une patiente fracturée, et puis une poursuite d'ostéoradionécrose malgré nos efforts. Donc finalement, le résultat de cette série, c'est que sur 13 mandibules atteintes d'ostéoradionécrose, cette technique qui nous paraît moins invasive qu'un lambeau au stade de péroné, au stade fracturaire, nous a permis de sauver, si j'ose dire, 11 mandibules, ce qui est peut-être pas si mal chez ces patients dans un état absolument déplorable. Alors ces cicatrisations que nous avons qualifiées de cognitives se sont passées de cette façon. On voit donc ici très bien la réossification avec ce pédicule qui se continue d'ailleurs à s'ossifier pour son compte. On voit effectivement la réapparition de l'os dans le foyer d'ostéonécrose. On voit que de l'autre côté, il va falloir peut-être s'agiter sans trop tarder. Et même cliniquement, on voit une reconstitution osseuse et une fermeture de la muqueuse qui signe la guérison de cette ostéonécrose. C'est un patient chez lequel on a pu réaliser 6 mois après la mise en place du périoste une greffe osseuse qui nous a permis ensuite de faire des implants puisque nous étions dorénavant dans des tissus non irradiés. Le périoste qu'on a apporté n'avait jamais reçu de rayon. Donc dans les cicatrisations immédiates, 4 cas sans fracture et 6 fractures, 3 consolidations avec greffe iliaque à 6 mois, donc maintenant c'est bien, ça roule bien si j'ose dire, c'est greffe iliaque dans un terrain pourtant radique. Et voilà ce que ça donne donc chez tous ces patients. Préopératoire grosse fracture, on met une plaque, on met le lambeau de périoste autour, on fait une greffe osseuse secondaire et on voit ici tous les petits clips vasculaires qui signent la présence du lambeau et la consolidation de ces fractures qui n'ont aucune chance de consolider autrement. Chez certains patients, on n'a même pas eu besoin de faire cette greffe iliaque puisqu'on a obtenu une consolidation simplement en mettant le périoste autour de l'os et de cette grosse plaque de reconstruction, bien sûr. Une patiente qui était une collègue, bien sûr, ça aide toujours, c'est bien connu, patient recommandé, patient condamné, a eu la grâce de bien vouloir conserver son lambeau de périoste, qui a bien vécu, mais en revanche, elle a fait une très grosse nécrose cutanée. Je vous parlais tout à l'heure de vaisseau, mais la peau n'est bien sûr pas dans un meilleur état. Mais elle a fini par cicatriser, ça c'est une dédicace à monsieur Dubousset, avec les plaques à l'air sur l'os. Ça marche. On a beaucoup de chance. C'était notre discussion tout à l'heure sur la tolérance, bien sûr, de la mâchoire à l'infection. Alors pourquoi avoir choisi comme lambeau le périoste tuméral? Je vous le disais tout à l'heure, il nous paraît avoir... il est beaucoup plus constant en termes de longueur de pédicule, alors que le condyle fémoral nous permettrait d'avoir en théorie une surface de périoste bien plus grande. Vous voyez que les variations de longueur du pédicule ne nous rendent pas service puisqu'on doit en général aller se brancher très loin du site de mise en place du lambeau compte tenu du caractère radique du coup. Donc pour l'instant nous nous focalisons sur les lambeaux d'humérus et jusqu'à présent les résultats que je vous donne nous paraissent plutôt encourageants puisqu'on a pu, comme je vous disais, sauver, si j'ose dire, 11 mandibules sur 13 et donc peut-être épargner à ces gens des suites encore plus lourdes. Donc je déclare mon conflit d'intérêt. Le système Simplicity dont je vous ai parlé très brièvement a été breveté par le service en collaboration avec bien sûr l'assistance publique, l'industriel et Paris 6. Et je vous remercie de votre attention. Bravo pour ce travail, bravo pour la digitalisation. Je crois que ça vous a mis la chirurgie, c'est très une entreprise, c'est vraiment très bien. Et on a un petit peu de temps pour une discussion qui peut reprendre tous les problèmes de l'ostéonécrose. Je peux être élargi éventuellement, je sais que tout à l'heure j'ai interdit à quelqu'un de poser des questions. Je peux maintenant. On a quelques minutes, voilà. Micro, Philippe, voilà. Vous nous avez parlé des ostéoradionécroses avec des traitements bisphosphonates pour les cancéreux. Mais actuellement, il y a une grande mode avec les médecins généralistes qui prescrivent des biphosphonates en veux-tu, en voilà contre l'ostéoporose. Bien sûr. En tant que chirurgien dentiste, comment doit-on réagir
face à cette pléthore de traitements? Alors, nous avons publié dans le service, il y a de cela 7 ou 8 ans, la thèse d'un interne qui avait publié, enfin qui avait colligé les premiers cas d'ostéochimionécrose au biphosphonate oraux dans des indications d'ostéoporose. C'est-à-dire que ce n'est même pas une indication simplement des médecins généralistes, mais des rhumatologues. Il existe effectivement des cas d'ostéochimionécrose pour des patientes qui ont simplement pris des biphosphonates oraux pour de l'ostéoporose. C'est clair. Donc, la Société française de stomato et chirurgie maxillofaciale a publié des recommandations sur les biphosphonates. Elles sont accessibles sur le site. Il est certain que dès lors que les bisphosphonates ont été donnés en intraveineux, il est en théorie totalement déconseillé de pratiquer l'implantologie. Et pour les biphosphonates oraux, eh bien, nous serions bien en mal de donner des recommandations précises dans la mesure où nous n'avons jamais réussi à monter une étude sérieuse colligeant les cas d'ostéochimionécrose sur des implants déjà en place ou les cas d'ostéochimionécrose sur des implants posés après le début du traitement Péros. C'est une étude qui devrait être faite incontestablement en collaboration avec les rhumatologues. C'est une étude très difficile à monter parce que c'est un registre en fait, donc ça nécessite des années et des années de suivi avant d'arriver à des recommandations. Mais pour ce qui concerne les biphosphonates Péros, en tout cas, il est certain qu'on ne peut probablement pas être complètement tranquille. Je ne peux pas vous répondre beaucoup mieux que ça, malheureusement. Voilà. Non, je voulais demander à Madame de Villepoix tout à l'heure, parce qu'elle a parlé de l'ostéonécrose liée aux anti-angiogéniques. Et je trouve ça très intéressant de savoir si ceux qui ont fait des ostéonécroses de la mandibule avaient un meilleur résultat des anti-angiogéniques sur le cancer qui a été traité, le cancer du rein, pour lequel j'ai dû lui envoyer un certain nombre de patients, et je la remercie, ou pour cancer du sein. Est-ce que le fait d'avoir cette ostéonécrose est un facteur de réussite? Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Ah, d'accord. Un facteur de réussite, Un signe de réussite. Du traitement anti-angiogénique sur la tumeur. rénale, Non. Le patient que... Moi, je n'ai que 2 cas en sous-thèse. Ils vont, au niveau de leur maladie métastatique rénale, ils vont bien. Oui, mais on ne peut pas considérer ça comme un signe. Non, c'est une coïncidence. On voit. Ce n'est pas un signe d'efficacité. Non, hélas. Malheureusement, ce sont. Alors le corollaire, c'est qu'est-ce qui protège ceux qui n'en font pas? Ah. Est-ce qu'on le sait, ça? Probablement un meilleur état bucco-dentaire préliminaire. Oui. Je crois que c'est quand même ça qui est le facteur. Il faut un facteur déclenchant infectieux pour faire une ostéonécrose. Que ce soit une ostéoradionécrose ou une ostéochimionécrose, quelqu'un qui a une bouche parfaite a peu de risque de développer l'une ou l'autre de ces deux maladies, a priori. Et puis j'ai une info qui est très récente mais très importante, c'est que ceux qui sniffent de la cocaïne font des accidents d'ischémie de la muqueuse et de la mandibule, et c'est pas tellement lié à la cocaïne, donc vous pouvez continuer pour la cocaïne, c'est lié au substrat que les trafiquants ajoutent à la cocaïne pour en améliorer son efficacité et qui sont très vasoconstricteurs. C'est pas le sujet du jour, mais on a des patients pour lesquels, quand on ouvre la bouche, on voit le cerveau, hein, qui ont des destructions qui vont de la base du crâne jusqu'au maxillaire compris à la cocaïne. Donc on les reconstruit avec des lambeaux bien compliqués aussi, mais ça c'est une autre séance. On J'ai compris qu'il fallait regarder dans la bouche des patients, en tous les cas. C'est-à-dire qu'il peut s'y passer des choses. C'était le but de la séance, je crois. Bonjour, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au niveau de la septicité au niveau buccal. Parce que là, on peut revenir à la première présentation qui a été faite. J'ai remarqué tout à l'heure, quand on regardait les panoramiques, il y a de gros problèmes au niveau, par exemple, de surcharge sur des implants qui ont été posés. Et je pense que aussi c'est un facteur déclenchant. Votre remarque me fait revenir sur une précédente remarque qui a été faite à propos de l'état bucco-dentaire des patients présentés.
c'est très difficile de faire la corrélation entre l'état bucco-dentaire des patients et la présence d'un cancer, parce que c'est toujours difficile de faire la corrélation entre un événement fréquent et un événement rare. L'événement fréquent en France, c'est tout le monde a un état bucco-dentaire effroyable. À très peu de choses près. Non, mais la majorité, enfin, l'écrasante majorité, je suis désolée, mais voilà. L'événement rare, c'est le cancer, et donc faire une corrélation et un lien de cause à effet est extrêmement compliqué. C'est comme de faire la corrélation entre avoir un téléphone portable et avoir une tumeur cérébrale. Il y a un événement très fréquent et un événement très rare. Et dire que l'un est la cause de l'autre, c'est très difficile. Et je crois que nous sommes à peu près dans le même cas. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas d'autres facteurs de risque prouvés des cancers de la cavité orale que l'alcool, le tabac et la consommation de joints. Et que oui, il y a des pays où ils ont une bonne hygiène bucco-dentaire. Ils ont moins de cancer. Il y a des pays dans lesquels... Oui, non, mais ils ont moins de cancer parce qu'aussi on a une meilleure hygiène bucco-dentaire quand on ne fume pas 2 paquets de gauloises par jour. Donc il y a aussi des corrélations en fait qui sont des corrélations externes. Et il y a des pays dans lesquels le cancer de la cavité orale est dorénavant une maladie rare. Pays du nord de l'Europe par exemple. Chez nous, c'est toujours pas une maladie rare parce que de toute façon, l'épidémie de tabac n'est pas près de s'arrêter. Donc les corrélations sont très difficiles à faire et les choses vraiment prouvées par des études de cohorte de long terme, on a tous l'impression d'avoir de mauvaises dents, ça donne le cancer, on a tous ça, des patients qui ont le truc évident. Pour l'instant, en tout cas, la corrélation scientifique, si j'ose dire, moi j'ai jamais vu un article qui le prouvait de façon indiscutable. Oui, mais là je ne parlais pas de carcinome, je parlais de rejet au niveau des implants. Ah ben ça, il faut discuter avec notre confrère qui a parlé d'implants. Moi là-dessus, j'avoue que je suis très très loin d'être spécialisée en la matière. Je crois que vous pouvez reprendre le micro pour répondre. Je voulais aller dans votre sens. Oui. En fait, quand je parlais des retards de diagnostic dans les 3 quarts des cas, et quand je vous ai montré des cadres très impressionnants, ce sont des gens, on n'incrimine pas le praticien de ne pas les avoir vus. Ah, mais on ils sont pas venus les voir. le patient qui n'a pas consulté. Parce que des gens qui fument et qui en plus boivent de manière intempestive se négligent complètement. Et là, je vous rejoins, l'état bucco-dentaire est forcément très élevé, ne fait que compliquer le problème. Mais ce sont des gens qui se négligent à tel point qu'ils ne consultent que lorsque la douleur est présente. Parce qu'au début, le cancer, il n'est pas douloureux. Donc ils ont des boules dans la bouche, des ulcérations, ils ne font pas attention, ils n'ont peut-être même pas vu du tout. Et quand ça devient douloureux, ils consultent. Je rejoins tout à fait ce que vous dites. Ceci étant, autre chose, dans la consultation dans celle de cancéro où je suis depuis 40 ans, il n'y a pas un traitement par professionnel qui soit établi pour des problèmes de cancérologie en intraveineuse, pas un anti-angiogénique qui soit prescrit ou un anti-résorbeur osseux qui soit prescrit, sans que le patient soit passé dans notre service pour mise en état de la cavité buccale, et c'est nous qui donnons le feu vert pour lancer le traitement, sauf dans des cas de soins palliatifs quand on est en fin de vie et qu'on améliore la fin de vie du patient, donc auquel cas je dis toujours laissons-le tranquille, on ne va pas faire d'acharnement thérapeutique. Le principal c'est qu'il termine sa vie sans souffrir et sans s'ennuyer. Mais sinon, si on faisait ce dépistage, cette détection systématique de la mise en état de la cavité buccale et avant radiothérapie et avant chimiothérapie, chimiothérapie, on n'aurait pas autant de problèmes. Probablement pas. J'ai une prothèse cardiaque posée chez quelqu'un qui a fait une ostéoradionécrose. Juste pour répondre, si vous voulez une réponse à votre question, pour aller dans votre sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne traite pas un maxillaire sans gérer la mandibule, il faut absolument avoir cette approche globale. Quand on pose un implant, on a déjà assaini la bouche. Et surtout, un implant posé dans l'os tient très très bien, mais la restauration prothétique dessus a un rôle extrêmement important. Donc forcément, l'occlusion et la répartition de la charge occlusale est extrêmement importante pour la pérennité de cette ostéo-intégration. Donc, bien sûr, il faut gérer l'occlusion comme il faut. Je voulais faire une remarque, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi j'ai une activité de parodontiste pendant de longues années avec des patients adressés par des praticiens, chirurgiens dentistes, médecins, stomato, etc. Et je me suis aperçu effectivement que les patients qui venaient me voir, qui avaient éventuellement besoin d'une chirurgie parodontale,
et qui avait un traitement du marqueur national. Il n'y avait absolument pas, je dirais dans 80% des cas, qu'il s'agisse d'un rhumatologue, qu'il s'agisse d'un médecin généraliste, aucune information. Et j'arrivais, je dirais, en troisième main, et je leur annonçais qu'effectivement j'avais un problème avec le plan de traitement parce qu'ils étaient déjà imprégnés depuis de longues années. Est-ce que les choses ont progressé dans ce domaine? Alors, on a vu arriver les premiers cas d'ostéochimio-nécrose, on le sait très bien. Le premier patient qui est arrivé avec une OCN à la Pitié, c'était en 2003. C'était un type qui était chercheur en physique et qui avait sorti toute la bibliographie existante sur la question. Moi, j'étais jeune chef de clinique, il est arrivé avec les papiers. J'ai dit, ok, super, donc vous devez avoir ce que vous dites, parce qu'on ne connaissait pas. Et à cette époque, et jusqu'à une époque très récente, moi j'étais extrêmement frappée. On appartient au département d'enseignement de l'appareil ostéo-articulaire à la Pitié, ce qui fait que nous faisons nos cours en même temps que les rhumatologues, pour l'anecdote. Et j'arrivais pour faire mon cours, derrière un rhumato qui disait, moi j'ai appris pour l'internat que quand on donnait des corticoïdes, on donnait du potassium. C'était corticoïde Diffuca, voilà, c'était ça. Et bien là, c'était corticoïde biphosphonate. Mais vraiment, c'est-à-dire comme traitement de prévention de l'ostéoporose liée au de l'ostéopénie liée au corticoïde. Et donc, c'était systématique. Et je vous parle, donc les premiers cas, c'est arrivé en 2003. La dernière fois que j'ai entendu ça, ça devait être en 2014. Alors là, je crois que ça commence à se savoir, et puis vous savez, il commence à y avoir des émissions, des trucs. Ma collègue Blandine Orient est passée il n'y a pas très très longtemps dans une émission à la télé, là où ça a manifestement fait du bruit, puisqu'on a beaucoup de retours. Je crois que ça commence à se savoir, mais les notes d'information des laboratoires sur la question sont parues dès 2004. Hein. Mais je peux vous dire que les visiteuses médicales ne sont pas arrivées avec la note d'information dans les services d'oncologie pour autant, et encore moins dans les services de rhumato. Donc c'est un véritable fléau. Je trouve que ça s'est un peu stabilisé. On en a vu énormément, j'allais dire entre 2005 et 2012-2013, et j'ai l'impression que depuis 5 ans, ça se calme un petit peu. Donc peut-être que les gens ont des indications un peu plus... Enfin, en tout cas, on a moins de trucs dramatiques où on est obligé d'enlever la moitié de la mâchoire, etc. Peut-être qu'on sait mieux faire en amont, peut-être que c'est... Je sais pas. On va voir. On a le temps pour une dernière question, l'heure tourne. Ou pas d'autres questions? Voilà, merci beaucoup Chloé. Je me réjouis de cette session qui a réuni nos deux académies et je crois que ça doit être quelque chose de répété. Voilà, on a beaucoup à apprendre les uns des autres et on voit qu'on a énormément de problèmes en commun. Et donc, à notre époque, l'interdisciplinarité est vraiment supérieure à tous les niveaux. Voilà, merci beaucoup d'être venus, chers membres de l'Académie nationale de chirurgie dentaire.